J'ai une question qui n'a absolument rien à voir avec ça. Est-ce que vous avez un compte Threads? Vous avez ça? Threads? Pas encore, non, mais pas encore. on y songe, on y songe. Ah, mais donc Il y a vous savez beaucoup déjà de quoi je parle. Oui. Beaucoup de Français sont en train de s'abonner, effectivement. Ouais. Oui. Oui, alors pourquoi beaucoup de Français? De X. Concurrent de X, en effet, réseau social que vous connaissez peut-être, qui a été lancé depuis juillet aux États-Unis, enfin, en tout cas dans l'ensemble du monde, mais pour nous les Européens, évidemment, c'était encore un petit peu tôt. Donc on s'est dit non, d'abord on a des vérifications à faire sur des histoires de données, sur des histoires de protection de la vie privée. Et il y a une dizaine de jours, on a été autorisé à pouvoir télécharger cette application qui s'appelle donc Threads. Et on va en parler avec Fabrice Eppelboin, vous êtes spécialiste des médias sociaux et enseignant à Sciences Po. Bonjour à vous, merci d'être en direct ce matin sur LCI. Le but c'était de contrebalancer avec Threads la haine de Twitter, les dérives de Twitter, notamment depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk. Alors, est-ce que la promesse a été tenue? Oui, d'une certaine façon, la promesse est tenue. Il y a une approche de la modération ou de la censure, c'est une question de point de vue qui est radicalement différente, qui a d'ailleurs été mise en exergue la semaine dernière à travers différents rapports d'ONG qui montraient typiquement que les contenus pro-palestiniens étaient purement et simplement censurés sur Meta, ce qui effectivement évite énormément de problèmes qu'on appelle généralement liés à la haine. L'approche de la censure est radicalement différente et l'approche de Mark Zuckerberg sur ce réseau social est purement orientée entertainment. C'est pas un hasard si c'est une extension d'Instagram. C'est un réseau qui est fait pour divertir, pas pour informer. Et du coup, effectivement, ça provoque beaucoup moins de friction. Alors quand même, on a bien dit que ça avait mis du temps à arriver en Europe, contrairement aux États-Unis. Donc on l'a dit, c'était en juillet. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a mis autant de temps? Ce qui a bloqué, c'est que l'approche de Meta vis-à-vis des données personnelles est très très éloignée des desiderata du DSA, le règlement européen, et il a fallu beaucoup de temps pour adapter les technologies de Facebook aux exigences des nouvelles directives européennes, notamment en matière de gestion des données personnelles. Alors, vous l'avez mentionné, c'est le petit frère d'Instagram et de Facebook, puisque ça appartient à Meta. Meta, à travers ce réseau social, il renforce sa position de leader du réseau social, ou est-ce qu'encore une fois, il faut s'en inquiéter parce que tout est entre les mains d'une seule et même entreprise? Il faut clairement s'en inquiéter. C'est entre les mains d'une entreprise qui, si on regarde objectivement les choses, est infiniment plus agressive en matière de manipulation que ne l'a jamais été Twitter, y compris en prenant en compte les fameux Twitter Files. Meta est quand même assez complice de ce qui s'est passé dans l'affaire Cambridge Analytica qui a mené à l'élection de Donald Trump, et Meta est impliqué dans un nombre d'élections qui ont été truquées considérables, y compris dans des choses bien plus graves encore comme des génocides. Là-dessus, le track record de Meta est infiniment plus lourd que celui de Twitter. Juste avant Twitter, puisque vous en parlez, on a constaté une chute de 13% des abonnés et de 54% des revenus publicitaires. Est-ce que, vous qui voyez un petit peu ça sur le long terme, vous estimez que c'est la fin de X, que X va finalement finir par péricliter et mourir? Pas du tout. On a constaté une baisse d'à peu près 50% effectivement des revenus publicitaires. Par contre, très clairement, l'usage est en hausse de l'ordre de 23%. Donc on est sur un Twitter qui est en pleine mue, qui est en train d'évoluer vers autre chose, qui est en train de chercher des revenus qui ne sont pas liés aux revenus publicitaires. Twitter a obtenu des licences pour être un opérateur de paiement en ligne dans plusieurs États américains et donc va déployer tout au long de l'année qui va venir une stratégie qui consiste à en faire une plateforme d'échange financier, ce qui lui permettra d'avoir un autre type de revenu publicitaire. Est-ce qu'il va survivre d'ici là? Ma foi, on va voir. Si c'est le cas, on devrait avoir d'ici un an un Twitter qui a un modèle économique radicalement différent et beaucoup moins dépendant de la publicité et donc de l'influence des annonceurs qui veulent lui imposer un agenda, notamment en matière de censure. Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus, Fabrice Eppelboin, donc je vais poser la question à Gallagher Fenwick d'abord. Est-ce qu'on assiste aussi à la chute, alors peut-être pas à la fin, mais à la chute d'Elon Musk? Parce qu'on voit bien que X est très critiqué et que ça marche pas très bien en ce moment. Hyperloop, vous savez, son espèce de train entre, je crois, Las Vegas et Los Angeles, son train sur coussin d'air, c'est un flop, on va du coup le démanteler et virer tous ceux qui ont travaillé dessus. Il y a aussi Tesla, des millions même de voitures qui sont rappelées, des bisbilles avec d'autres secteurs aux États-Unis. SpaceX, ça marche pas forcément très fort non plus. Est-ce qu'on est en train de voir que tous les projets sont en train de faire pchit? Alors, la fin, si vous entendez par là l'appauvrissement d'Elon Musk, il a encore une de la marge.
Mais c'est franchement passionnant ce que nous explique Monsieur Eppelboin, parce qu'en fait, je pense que ce à quoi on assiste sur Twitter, et pour reprendre une mauvaise comparaison, c'est ce que Lénine disait sur le parti, c'est-à-dire qu'en s'épurant, il se renforce, c'est-à-dire qu'on a moins d'utilisateurs, mais d'utilisateurs plus actifs, ou en tous les cas peut-être avec une utilisation plus intensive que ça ne l'était jusqu'ici. Quant à la stratégie d'Elon Musk, c'est vrai qu'elle est difficile à lire. Moi, j'ai été très marqué par, et je suis sûr que Monsieur Eppelboin l'a suivi, une prise de parole d'Elon Musk où et il est menacé de perdre des revenus publicitaires du fait de ses commentaires, notamment sur un commentaire très bizarre sur la responsabilité de personnalités juives par rapport aux questions migratoires aux États-Unis. Et il avait dit qu'ils aillent se faire, je n'utiliserai pas le terme, et donc effectivement ça peut faire partir énormément d'annonceurs absolument effrayés par ce genre de commentaires d'Elon Musk. Donc est-ce que c'est pareillement une forme d'épuration, un recentrage sur quelques annonceurs ultra fidèles, mais est-ce que économiquement c'est un modèle qui est porteur et viable? Je n'en sais rien, je ne sais pas si Monsieur Eppelboin a une réflexion là-dessus, mais c'est vrai qu'on se demande, ok, est-ce qu'il est absolument génial et qu'on est incapable de comprendre ce niveau, si vous voulez, d'intelligence économique, ou alors est-ce que c'est quelqu'un de débridé, désinhibé et qui peut se tirer de temps en temps peut-être une énorme balle dans le pied? Fabrice Eppelboin, vous avez 15 secondes pour terminer là-dessus, si vous avez un avis d'ailleurs. Je pense qu'il est en train de transitionner vers un modèle économique basé sur les échanges financiers, particulièrement la crypto-économie, et que dans un monde instable, les gens se réfugient vers la crypto-économie. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine, il suffit de voir ce qui se passe en Turquie, il suffit de voir ce qui se passe en Argentine. Partout où l'instabilité économique menace, la population se jette massivement sur la crypto-économie, ne serait-ce que pour mettre ses réserves à l'abri. Et donc le modèle économique le futur modèle économique de Twitter pourrait se révéler gagnant. Après, c'est un énorme pari, mais après tout, Elon Musk est habitué à ce genre de pari gigantesque et il en a remporté plus d'un. C'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin d'avoir été en direct sur LCI.